Il existe toutes sortes de voyages et de voyageurs. Nous parlons ici de celui qui trace sa propre route et qui, sans préjugés, ouvre son âme à l'inconnu. Celui qui cherche avant tout à comprendre les profondeurs d'une culture pour communiquer avec elle ou pour se l'approprier. Ce voyage participe à élargir nos sens. Tout comme le voyageur, l'entrepreneur doit avoir une aptitude à la vision. En décalant le regard, le voyage permet de la faire naître, de la conforter ou de la préciser. Avoir une vision et se la construire. Et justement, ce que dit Churchill, c'est qu'on se la construit quand on est capable de comprendre le sens de l'histoire, qui éclaire le présent et qui nous permet de projeter dans le futur. En 1432, Jacques Coeur, figure emblématique de l'entrepreneuriat français, vient à peine de créer sa première maison de commerce et se met en route pour les terres du Levant. Dans un Moyen-Âge plongé dans la guerre de 100 ans, ce visionnaire rêve d'un monde meilleur et part à sa rencontre. Ce voyage en Orient sera le premier d'une très longue liste. Quand il va à Beyrouth et à Damas, alors que y compris les Italiens, sont plutôt centrés sur les ports, lui veut comprendre véritablement comment se passent les approvisionnements. C'est-à-dire, on dirait maintenant, le back-office de la chaîne, c'est-à-dire qui produit quoi et comment les productions arrivent jusqu'au port. Acte 1, il observe. Et il s'imprègne sans jugement. Il n'a pas de rigidité intellectuelle. Au sens où il est en posture d'ouverture et il se met dans l'empathie de ses interlocuteurs pour comprendre réellement où sont leurs motivations, comment ils interagissent avec leur environnement, où sont les plus-values qu'ils sont en train de réaliser, finalement où est le cœur de leur métier et de ce qui fait leur richesse. Il va présenter un concept finalement de maison de commerce, dont il va cibler d'ailleurs, la cible majoritaire pour lui, ce sera plutôt les aristocrates, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'entourage du roi Charles VI, et plus tard Charles VII, c'est-à-dire des personnes qui ont besoin de paraître. Et il va proposer un système assez futé qui consiste à avoir une profusion de marchandises, d'essayer de créer le besoin, très clairement. Évidemment, un besoin qui est sans cesse fondé sur l'image sociale, puisque si on est aristocrate, on doit tous avoir les mêmes codes sociaux. Et donc, bien sûr, il va commencer comme cela à se faire une clientèle de personnes qui sans cesse veulent les dernières nouveautés. Pour moi, Jacques Coeur, une des grandes qualités, c'est d'avoir été capable justement de valoriser des contraintes énormes. Puisqu'on me dit que c'est impossible, précisément, je pense que c'est possible. Voilà. Ça a été qu'une histoire de capacité à relever des défis. D'abord parce que c'était un marchand pelletier et que dans la France du XVe siècle, il n'avait normalement aucune chance d'être le grand argentier du royaume. Et il va comprendre qu'au fond, il y a sûrement un rapport qui est en train de basculer, qu'un monde s'éteint, un autre émerge. Le monde du Moyen-Âge, un monde où l'enjeu majeur, c'est de tenir, de garder et de pérenniser des territoires, la notion de fiefs seigneuriaux. Lui pense que tout cela, c'est un autre temps, et que le temps maintenant est venu du flux, de l'échange, et donc du mouvement, et que la plus-value sera dans la capacité à créer des liens, notamment avec des personnes, notamment avec des cultures totalement improbables, enfin en tous les cas nouvelles. Ça, c'est le début de l'histoire. Puis ensuite, il se dit, j'ai besoin de personnes compétentes qui vont... Moi, je ne peux pas gérer l'intégralité de ces maisons, parce qu'il commence par 1, puis 2, puis 5, puis 10. Ce seront quand même un réseau de plusieurs milliers de maisons réparties de Bourges jusqu'au Moyen-Orient, en passant par l'Italie. Il est allé au bout, puisqu'il a été dans tous les pays qui étaient ouverts à l'époque, ce qui représentait quand même des dizaines et des dizaines, des milliers d'heures de voyage. Et donc avec une qualité première, c'était la curiosité. Si Jacques Coeur est en quelque sorte le père des maisons à succursales multiples, c'est à Reims, à la fin du XIXe siècle, que naît le concept. Beaucoup de maisons voient alors le jour. Pourtant, une seule restera vivante, aujourd'hui encore. Au début de l'année 1898,
Geoffroy Guichard se rend à Reims pour repérer les méthodes de travail des succursalistes. En juin de la même année, il crée la Société des magasins du Casino à Saint-Étienne. Casino aujourd'hui est la seule entreprise à être restée vivante. Et la question c'est pourquoi. Au fond, pourquoi elle n'a pas disparu comme toutes les autres? Qu'est-ce qui a fait sa force? Je pense que sa force, elle repose sur une vision. C'est-à-dire qu'à l'époque, Geoffroy Guichard a deux soucis. C'est d'aller très vite pour ouvrir des succursales et c'est de trouver des industriels de l'alimentaire qui vont être capables de suivre ce développement industriel. Mais son souci, c'est la qualité. Lui, il reste persuadé que la qualité, c'est ce qui fait qu'une maison est honorable, on va dire. Et du coup, il n'arrive pas à trouver des industriels. Soit il trouve des gens qui font de la qualité, mais qui n'arrivent pas à suivre l'expansion de l'entreprise. Soit il trouve des gens qui sont capables de suivre cette expansion, mais qui abandonnent la qualité en cours de route. Donc il se dit qu'il va créer son propre produit. L'idée de cette marque, elle est aussi intéressante parce que très vite, il se rend compte qu'on a du mal à vendre un parfum, par exemple, si on continue à garder le nom de l'épicerie du coin. Donc il va créer des sous-marques, il va avoir une vraie approche de marketing contemporain. Et puis, une communication très forte. En 1900, on a déjà le premier Consumer Magazine, on a des catalogues qui recensent beaucoup de non-alimentaires, donc c'est intéressant parce qu'on voit toujours que la succursale de quartier n'a que de l'alimentaire, pas du tout, et un système de fidélisation. Donc au fond, toute la vision contemporaine très actuelle de ce que c'est qu'un distributeur est déjà posée dès les bases au début de la création d'entreprise. Il y a un pays qui est phare dès les années 30, donc dans les années 30, il est à la retraite, mais en réalité, il a toujours un œil bienveillant sur son entreprise. Et il va partir aux États-Unis. Dans cette note du voyage des années 30, le libre-service l'interroge beaucoup. Et il se dit que dans les grandes villes, par exemple, celui qui amènerait en France le libre-service révolutionnerait le commerce. Ça, c'est déjà très visionnaire parce qu'en France, le libre-service va arriver qu'en 1948. Le libre-service, ça implique aussi les caisses enregistreuses. Les caisses enregistreuses, c'est des choses qu'on ne connaît pas encore en France. Finalement, les États-Unis ont déblayé le territoire d'un commerce plus contemporain. Les meubles froids, c'est pareil, on va les ramener des États-Unis. On voit que ces voyages nourrissent profondément le commerce. On s'interroge aussi en 1930 sur le marketing, en se disant mais finalement tout ce qu'on fait en termes de marketing, on s'adresse déjà à des clients qu'on a conquis. Mais qu'est-ce qu'on fait des autres? Comment on fait pour aller trouver les autres? Et ça, c'est quand même une démarche extrêmement contemporaine. Les voyages ont formé, ont conforté, j'allais dire, ont précisé la vision qu'avait Geoffroy Guichard, qu'ont eu ses successeurs aussi. On retrouve des voyages de ses enfants dans les années 50, 70, etc. Et moi, je reste persuadé. Il y a toujours des voyages d'études aujourd'hui. La seule façon de faire du commerce, c'est de se réinventer tout le temps. Et donc, ça demande une capacité aussi de prise de distance de soi, de se dire qu'une chose nouvelle, comment je peux aussi la ramener chez moi, même si elle est adaptée à un contexte propre, c'est comment je peux l'adapter au mien et puis la transformer. Et que c'est ça qui fait le commerce et son génie. Voilà. Est une expérience révélatrice. Pour Stéphane Baumat, il est absolument nécessaire. Depuis plusieurs générations, la tradition chocolatière de la maison Bonnat s'est transmise de père en fils. La vision de la maison Bonnat est très particulière, dans le sens où, tout d'abord, comme nous travaillons avec des pays qui sont à 9 ou 12 000 km de chez nous, eh bien, nous avons affaire à d'autres cultures et surtout nous travaillons un produit qui n'est pas disponible en Europe. Les Européens ont transformé le cacao en s'inspirant des méthodes séculaires Inca ou Maya, mais qui l'ont adapté aux palais européens qui sont différents des palais sud-américains. Avant de vouloir travailler avec un pays, il faut comprendre sa culture. Qu'on soit dans une position d'acheteur ou de vendeur. Si on veut être capable de comprendre ou de percevoir les directions dans lesquelles on doit travailler pour satisfaire, par exemple, les habitudes des palais, prenons des Japonais. Si on se contente de regarder sur Internet ou d'acheter des bouquins, on passe à côté de 99% des attentes. Dans le cas qui nous concerne, nous travaillons beaucoup avec des communautés qui sont perdues dans la jungle
Et si on ne se déplace pas pour les voir et leur faire comprendre quelle est notre vision, ça ne marche pas. Par contre, là, oui, c'est vraiment... On est plus dans le domaine de l'aventure que dans le domaine du voyage. Mon père travaillait il y a 30 ans de cela avec un cacao qui s'appelait le cacao Maragnan et qui est un des tout premiers cacaos identifiés comme étant ce qu'on appelle le cacao fin aromatique, c'est-à-dire la meilleure qualité de cacao existant sur la planète. Ce cacao avait été réputé comme étant éteint à la suite de la propagation d'une maladie qui avait décimé les plantations brésiliennes. J'étais au Brésil et nous étions dans ce qu'on appelle la forêt primaire, c'est-à-dire une forêt qui n'a pas bougé depuis plusieurs milliers d'années. Et nous étions dans un 4x4 et en train de visiter les parcelles qui étaient en cours d'aménagement pour nous. Et donc sur le chemin du retour, je prends une photo, le capuchon de mon appareil photo, de mon objectif tombe, donc je demande à ce qu'on arrête la voiture, et je l'ai vu tomber, et donc je descends dans un talus, et là le capuchon de l'appareil photo était au pied d'un cacaoyer qui était un maragnan. J'associe les différentes parties de la Chine à des saveurs, plus qu'à un aspect visuel, mais je l'associe à... une expérience gastronomique très intéressante dans des restaurants de rue où on est à l'égal d'un 3 étoiles en France. Vous mangez dans la rue sous une espèce de porche qui est en train de s'effriter. La table est un dévidoir de fil électrique en bois et on est assis sur des seaux qui sont retournés. Dans des espèces, on mange de la salade qui est de la salade et d'autres légumes qui sont cuits sur des réchauds en fonte mal fait avec du charbon de bois et une viande bizarre de l'agneau cuit quasiment bouilli avec les légumes, et au final ça donne quelque chose qui est absolument extraordinaire. Depuis toujours, le voyage ouvre les yeux de nos entrepreneurs et leur montre de nouveaux chemins à suivre. L'inconnu devient alors connu, et les plus visionnaires d'entre eux s'inspireront de leurs découvertes pour bâtir les routes du futur, quel que soit le pays qu'ils auront choisi. Je crois qu'on a encore des grandes capacités, des possibilités d'innover, de bâtir en France. Si tant est qu'on arrête de se dire que c'est pas possible et qu'on fait exactement comme Jacques Coeur et qu'on se dise pourquoi pas, et si on pensait autrement, et si on faisait autrement. Je pense que l'esprit français est vraiment plébiscité à l'étranger, et à l'heure actuelle, la vision, quel que soit le gouvernement, la vision de nos dirigeants vis-à-vis de l'entreprise est hyper castratrice, et on cherche à culpabiliser les gens qui réussissent. Autant aller vers un pays où on nous attend, plutôt que de vouloir faire changer des choses qui, pour l'instant, sont immuables. La France, elle est intégrée dans le monde, elle est intégrée dans un mouvement de mondialisation. Ceux qui reviennent, ça apporte du coup des nouvelles idées à la France, ça apporte un flux, un mouvement, de la même manière que les étrangers qui viennent en France, c'est quelque chose de positif. Et ceux qui restent à l'étranger, c'est quelque chose de positif aussi pour la France, parce que c'est des ambassadeurs, ils contribuent aussi à faire vivre l'image de la France. Et puis en même temps, c'est extraordinaire que les jeunes aillent aux quatre coins du monde, parce que c'est ça aussi, ce monde, le monde est... Enfin, la planète est un village, donc qu'ils y aillent. Il faut juste faire attention à ne pas fuir avec ses propres problèmes. C'est-à-dire que je pense qu'il vaut mieux résoudre ses problèmes là où on est et ensuite s'en aller. C'est là où on apprendra, plutôt que l'inverse. Et si on reste pour résoudre ses propres problèmes, en tout cas sa propre vision, je pense qu'ensuite on peut devenir un entrepreneur qui voyagera de son entreprise plutôt que l'inverse. Le voyage, pour moi, c'est absolument capital parce que c'est une façon, un chemin, un peu un détour pour d'abord et avant tout savoir qui on est et quelle est sa place et qu'est-ce que l'on a envie, à quoi on a envie de contribuer dans ce vaste monde.